Me poser la question de la fondation qui n'en serait pas une, chose qui tend à être résolue par des adjectifs genre Fundación Española de, se habla de Lima, habría varias fundaciones y una fundación española. Et je voudrais savoir si cette expression qui est celle peut-être d'un consensus mou a émergé à ce moment-là, puisqu'en fait, tu le disais, c'est effacer l'idée d'une fondation de Quito, elle avait déjà été fondée. Et pour Andrew, moi je m'interroge sur le pas pour Andrew, pour toi, excuse-moi Emmanuel, sur la forme de l'obélisque qui est choisie, extrêmement dépouillée. Est-ce que enfin, est-ce qu'il y a des commentaires sur le choix de cette forme au détriment d'autres? Par rapport à cette dénomination de fondation espagnole, oui, je crois que c'est dans ce processus, le processus de reconnaissance de plusieurs histoires que ce qui est intéressant avec le cas de l'Équateur, c'est que par cette reconnaissance de l'état de cette société interculturelle, on commence à chercher le moyen de finalement ne pas forcément effacer une histoire pour la remplacer pour une autre, mais de parler de plusieurs histoires. Ce qui expliquerait qu'on utilise de plus en plus l'expression Fundación Española pour dire que ce lieu-là qui n'était pas qui est le Quito espagnol, il y avait quelque chose avant et qu'il y avait une population qui existait déjà avant. Et donc c'est peut-être ce processus-là qui permettra de donner la parole aux différents peuples ou nationalités, comme c'est ce que cherche à faire l'État équatorien. Mais ce n'est pas forcément simple parce qu'après vient est-ce que c'est documenté ce qu'on a, parce qu'après il y a évidemment des questions avant la conquête espagnole, avant la fondation espagnole. Donc qui était là, los quitus, los quitucaras. Il y a tout le mythe. Et il y a tout le mythe. Il y a un énorme mythe derrière l'histoire préhispanique. Et donc là aussi, donc peut-être des recherches intéressantes à faire pour aussi enlever ces mythes-là. C'est-à-dire si on veut construire une histoire avec différentes visions, faisons-le, mais aussi en essayant de ne pas tomber dans le mythe non plus. Mythes qui sont déjà en train un petit peu de tomber dans le sens où, à une époque, on a eu tendance à glorifier les Incas. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont été, ou sont considérés aussi comme un peuple envahisseur pour la partie Équateur, en fait, pour le territoire de l'actuel Équateur. Et donc là aussi, il y a cette reconstruction de l'histoire, pré-Inca aussi. Et donc, c'est très complexe parce que en essayant, et je pense que c'est intéressant, de donner la parole à toutes ces histoires, c'est complexe parce que derrière ces histoires, il y a aussi des mythes et des choses qu'on ne sait pas forcément et qu'on ne sait pas forcément comment les traiter non plus. Et la question, c'était autour de la forme de l'obélisque et de cette forme dépouillée, de savoir si ce choix était discuté. Alors le choix de l'obélisque lui-même est assez peu discuté. Pour des raisons, à mon avis, il y a plusieurs raisons. À mon avis, il y a une question économique, du fait que que ça coûte beaucoup moins cher qu'une statue, pour le dire comme ça. Il y a probablement aussi une raison qu'on pourrait étudier autour des réseaux d'artistes de l'école des Beaux-Arts ou de la fausse école des Beaux-Arts qui produisent toutes ces statues à ce moment-là et qui sont pas forcément faciles d'accès pour la grande ruralité des plaines. Par contre, les discussions, elles portent sur la matière. Donc les discussions, elles portent sur la pierre, quelle pierre, le bois, ça, oui, et la question économique est en regard de ça.
avec souvent plutôt de la fierté d'avoir pu prendre une pierre durable, des choses comme ça. Et l'autre chose qui est un lieu important de discussion, mais qui est pas forcément évident à trouver dans les archives, c'est la discussion sur les mots qui vont être ou gravés dans la pierre ou fondus sur une plaque pour accompagner l'obélisque. Et où là, on peut sentir, alors où on a les archives des associations, où on a ce genre de choses et on peut sentir les débats autour de ça, où on a des monuments qui dont on change certains mots au fur et à mesure du siècle, ou des choses comme ça. Alors, je me demande si la forme de l'obélisque aussi, ça renvoie pas à une... au fond, les premiers monuments aux morts pour des batailles, enfin, des mémoires en or, il y en a eu après la guerre de 1870. Et c'est souvent, il me semble, des monuments assez simples comme ça, ce type-là. Enfin, c'est ce type d'obélisque, il me semble qu'on le retrouve dans ce type de commémoration aux morts militaires. Tout à fait. Mais voilà. Et aux États-Unis, c'est-à-dire que en 1910 ou en 1910 aux États-Unis, l'obélisque comme lieu de monument assez naturel est largement répandu. C'est le cas dans le sud pour les les confédérés, c'est le cas dans le nord pour l'Union. Il n'y a pas trop de discussion sur la forme, aussi parce que il y a une vraie évidence. Il y a une signification évidente. Voilà. Tout le monde est beaucoup de gens en tout cas ils ont pas l'air pas d'accord en tout cas. J'avais une question justement pour toi. Tu parles à un moment de préservation aussi des paysages ruraux de ces grandes plaines. Quel paysage veut-on préserver? Enfin, est-ce que c'est les paysages de la conquête ou ceux qu'on vient de fabriquer? Voilà, j'ai eu cette petite interrogation en t'écoutant. Alors, ce qu'on veut préserver, c'est les lieux de violence. Toute la question de la préservation de la prairie ou de la préservation d'un lieu mis sous culture, c'est une question qui va être assez adjacente à ces questions de commémoration, de mémorialisation du paysage. Mais par contre, il y a une attention au lieu de la violence, que ce soit la bataille ou que ce soit le lieu où telle personne est morte ou des choses comme ça. Donc ça va être important et ça va passer par le monument, mais ça va surtout passer par tout le travail de cartographie que vont faire ces historiens du local, où là, l'outil cartographique va prendre une dimension très très importante et va venir vraiment en accompagnement parallèle de la question de la commémoration publique du moment. Oui, c'est pour ajouter par rapport aux obélisques et par rapport aux Amérindiens, c'est souvent en effet des massacres. Je viens de l'Indiana et il y a la grande bataille de Tippecanoe qui a eu lieu en 1811. Et il y a, en fait, c'est la forme d'obélisque aussi qui peuple, qui couvre le site de la bataille, en fait. C'est tout à fait c'est le même esprit, en fait, de ce que tu disais. Voilà. J'ai une question, du coup, si je peux. je sais pas. Donc, avec donc, cette grande industrie des monuments, pour les guerres de sécession, donc, que ce soit des monuments, dans le Nord, par les organisations de vétérans, ou bien par l'UDC dans le Sud, il y a eu quand même une vraie industrie. Est-ce que pour ce qui est les monuments comme dans l'Ouest pour commémorer ces massacres,
massacres ou ces batailles de colonisation. Est-ce qu'il y a eu une industrie derrière? Est-ce qu'il y avait par exemple, des catalogues de monuments, ou je ne sais pas, des usines qui en produisaient, un peu à la commande? C'est une très bonne question. Sur les sources que j'ai moi, je vois pas apparaître ça. C'est beaucoup plus vernaculaire que ça, et c'est aussi produit par les gens du coin. Enfin, du coin au sens assez large de la région. C'est-à-dire que la question de la pierre, c'est aussi comment est-ce qu'on peut sourcer cette pierre pas trop loin. D'accord, ok. Ça a du sens. Donc, c'est les mêmes gens qui faisaient les pierres tombales, en fait. C'est ça. C'est ça, complètement. Ouais, donc, il y a des racines vraiment locales. Locales, et puis de réseaux, parce que quand on parle d'historiens du local, quand on parle de résidents plus âgés, alors c'est des communautés pas très grandes, mais très vite on arrive dans des questions de petite élite locale. Et donc de réseaux, aussi, vis-à-vis, d'entreprises qui peuvent faire ce genre de choses, et qui sont dans telle petite ville, ou dans telle petite ville, ou dans telle petite ville. Et donc ça travaille comme ça, en fait. Ouais, et puis, c'était pas forcément très évident à cette époque-là. Ça faisait pas longtemps que l'État était fondé. Le réseau, bon, il y avait quoi? Il y avait eu un chemin de fer, donc il fallait quand même penser à tout ce qui était logistique et tout pour faire parvenir ça. C'est pas comme dans l'Est, toute la partie Est du pays, où on mettait ça dans le train, et puis on en met pas par morceaux, et puis voilà, on installait, et puis bon. Oui, c'est un peu plus compliqué. Mais après, 1900-1910, selon les lieux, on est plus ou moins bien desservi. C'est-à-dire que Lincoln, par exemple, ça va être très bien desservi parce que c'est sur le Union Pacific, et du coup, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, la bataille de Beecher Island, on est vraiment loin des réseaux de communication. Donc les choses vont pas se poser pareil. À 100 km près, ça peut être très facile ou très difficile, selon si on est sur la bonne ligne ou pas la bonne ligne, quoi. Ouais. Bon, merci. Je coupe mon micro, j'ai hâte de parler parce que c'est super intéressant ce que tu fais, donc. Merci. Oui, Une dernière question sur à l'écran, une petite main levée. Arnaud, je crois que... Oui, alors merci pour vos interventions très très intéressantes. C'est intéressant de voir comment la méthode permet d'orienter certaines problématiques. Là, le fait d'étudier des groupes de statuts vous conduit de toute évidence à vous intéresser à la fabrique de ces statuts, au coût, au financement, au business en fait. Et là, voilà, pour le ramener à des choses que je connais mieux en Amérique latine, hein, toutes les statues en bronze de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle ont été souvent, très, très souvent fondues par des Européens et ensuite transportées. Et il y a toute cette question du transport des statues qui est un thème fascinant, hein. Bon, voilà, sur cette thématique-là, je renvoie davantage à la littérature, hein, puisque je pense à Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, qui est une histoire d'arnaque de statues qui est fabuleuse. Bon, ça me conduit à une question pour Diana, pour savoir. Alors, j'ai pas écouté, je suis arrivé un petit peu tard, j'ai pas entendu le début de ton intervention. Où est-ce qu'ont été faites ces statues de Isabelle la Cattolica? Une première question. Et puis ensuite, une deuxième question. On a l'impression que ces statues, elles ont commencé à être remises en cause. Donc, les statues de conquérants, de fondateurs et de monarques, seulement à partir des années 90, 1992 plus exactement. Mais comme si elles étaient les bienvenues dans l'espace public au moment de leur installation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, pour les statues, c'est un peu une question de piège. Et je vais t'avouer que ça m'a enlevé quelques heures de sommeil, parce que j'ai eu beau chercher sur ces statues-là les origines, et donc à l'endroit actuel
de la statue qui a voulu être enlevée, il y avait, jusqu'à dans les années 90, un ancien monument avec uniquement un buste en bronze plus ancien qui aurait été installé dans les années 50. Lors de cette zone était une ancienne hacienda, et lorsque la ville a commencé à pousser, lorsque Quito a commencé à pousser et qu'on a commencé à urbaniser cette zone-là, donc les statues a été comme un élément de l'organisation de cette partie de la ville dans les années apparemment 50. Et je dis apparemment parce que je n'arrive pas à avoir des sources précises, et là je me fie plutôt au réseau d'historiens qui connaissent un petit peu l'histoire de la ville. Dans les années et donc cette statue avec la pileta traditionnelle, la fontaine traditionnelle en pierre, ont été déplacées à quelques mètres, et dans les années 90-2000, on a construit ce grand monument en marbre noir avec la forme la caravella de Colón, avec la statue. Et l'actuelle statue, d'après les informations que j'ai, c'est une statue récente, réalisée en 1989 par un Espagnol. Alors, je suis à la recherche d'un inventaire réalisé en 2007, par l'entreprise municipale du patrimoine. Ils ont fait un inventaire de tous les monuments, mais je n'arrive pas à obtenir cet inventaire. Donc, j'aimerais pouvoir être plus précise. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le lieu s'est modernisé en fait. Et dans les années 90, lorsque est fini le nouveau monument, commencent les dégradations, à partir de 1990, et ces revendications contre la célébration de los 500 años de descubrimiento de América. Donc oui, là il y a vraiment c'est une paix. Avant ça ne gênait pas, où ça va avec finalement le mouvement indigène, les revendications viennent avec tout le processus très compliqué pour devenir un acteur politique aussi. En fait, le mouvement indigène devient un acteur politique. En devenant acteur politique et en commençant à occuper une place sur la scène politique, viennent aussi les revendications. Donc, je pense que ça va ensemble, c'est parallèle. Après, elles se font tous les ans. En discutant avec des Quiténiens, ils me disaient, maintenant, c'est un peu, c'est barbant, c'est tous les ans, c'est pareil. Donc, ça perd presque, ces actions perdent de leur force par leur répétition. Par contre, après, celle de 2020, avec la volonté réelle de l'enlever, a été médiatisée, mais quand je dis médiatisée, c'est qu'on en a parlé 2 jours et après, silence radio. On s'est beaucoup battu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crois que c'est le moyen d'exprimer ses convictions. Donc, c'est assez violent finalement sur les réseaux sociaux. Mais d'un point de vue concrètement, que font les autorités? Pas grand-chose. En 2020, ce qu'on a fait pour éviter, en 2021, donc cette année, ce qu'on a fait pour éviter la destruction, c'est que comme on prévoyait peut-être un événement, on a cerclé de barrières et on a placé la police avant qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, mais il n'y a pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé une réelle volonté de réfléchir à la question des monuments à Quito, de la part des autorités municipales ou des autorités patrimoniales, non. Je vais répercuter une question qui est dans la conversation de Sébastien Vargas. Il travaille sur la statue de Belalcázar en Colombie. Et donc, il demande à Diana, ¿qué ha sucedido con la estatua de Belalcázar en el caso ecuatoriano? Non, elle est toujours au même endroit. Alors, donc, elle fait l'objet que ce soit el 6 de diciembre ou el 12 de octubre, pour ces dates qui se réfèrent directement à la période de conquête ou de colonie, il y a toujours des attaques. Mais elle reste là parce que on a vraiment l'impression que
aujourd'hui, les autorités préfèrent nettoyer que lancer un débat sur la question du monument. Donc, on nettoie. On voit même qu'il y a un budget de nettoyage des statues. Et tous les ans, on a l'information sur le site de la municipalité en annonçant tous les statues qui ont été dégradées ont été nettoyées. Point, on n'en parle plus. Donc, aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir, là où il y a eu vraiment cette volonté de l'enlever, c'était celle des Isabela Católica, mais c'était peut-être le contexte aussi. Le mouvement indien venait de porter plainte contre la répression de l'année dernière, donc ça c'est devenu plus violent que d'habitude, mais il n'y a pas une réelle volonté de les enlever, en tout cas pas à Quito, pas en Équateur. Il n'y a pas une réelle volonté de les enlever. Pour le cas de la Colombie, j'ai lu que lorsque on a enlevé les 2 statues à Bogota, on a enlevé 2 statues. On va commenter dans la session suivante. Voilà, et donc là, je crois que le président Duque a fait quand même référence à un besoin de débat. Ce n'est pas du tout le cas en Équateur. Ces monuments-là, pour l'instant, ne posent pas de problème. Ils sont attaqués, on les nettoie et on passe à autre chose.